Bonjour et bienvenue sur le podcast des théâtreux, le podcast qui parle de ceux et celles qui font que le théâtre est le sixième art. Je suis Cédric Hérault, auteur, metteur en scène depuis plus de 16 ans, et je vous propose de découvrir les portraits des professionnels de la scène, qu'ils soient dans l'ombre ou la lumière. Durant toutes ces années, j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables dans le milieu du théâtre, qu'ils soient comédiens, auteurs, metteurs en scène, directeurs de théâtre, régisseurs, décorateurs, maquilleurs, costumiers ou même simplement à l'accueil de leur théâtre. Toutes ces personnes ont des histoires passionnantes à nous raconter. Découvrez régulièrement le portrait de l'un d'eux, ceux qu'on appelle les théâtreux. Dans le théâtre, il y a plusieurs domaines. Si la comédie musicale avait un maestro secret, ce serait lui. Compositeur et arrangeur de talent, il a donné vie au musical Oliver Twist et L'île au trésor, transformant chaque scène en un tourbillon d'émotions et de mélodies inoubliables. Originaire de Tel Aviv, il jongle entre théâtre, production musicale et enseignement, façonnant l'avenir de la musique avec humour et passion. Bref, si vous fredonnez un air entêtant après un spectacle, il y a de fortes chances que ce soit lui le coupable. Chers auditeurs, j'ai la chance de rencontrer aujourd'hui Shai Alon. Oui, Shai Alon. Salut Shai. Ça prononce comme ça, oui. Oui. Salut Cédric. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent à ce 3e épisode des Théâtreux. Ça me fait très plaisir de te rencontrer et de discuter avec toi de ton parcours. Et c'est surtout, comme je le dis dans l'intro, c'est que dans le théâtre, il y a tellement de domaines différents. Et là, on va toucher un domaine un peu particulier, c'est les comédies musicales. Yes. Voilà. C'est ta grande spécialité depuis pas mal d'années et c'est ça que tu vas pouvoir nous raconter. Et j'ai vraiment hâte de savoir tout ce qui s'est passé pour que, voilà, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'a fait grandir avec toutes ces années. Et on a aussi une question d'un auditeur. Donc on va pouvoir aussi en parler tranquillement. Donc voilà, avant de démarrer, on va poser le décor, hein, comme bonne pièce de théâtre qui doit commencer. On est très bien installé chez toi, dans ton studio d'enregistrement. Donc merci déjà pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Comme je disais en off, on va dire, ce podcast se veut sans interruption. Donc on aura droit potentiellement à des bruits ambiants, on ne sait pas ce qui peut se passer, un voisin ou quoi que ce soit. On va voir. Quelqu'un qui sonne à la porte. Normalement, il n'y a personne qui va sonner. Donc, est-ce que tu es prêt? Yes. Ouais, super. On est prêt. Parfait. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours scolaire avant de devenir le compositeur mérite d'aujourd'hui? Ok, donc, si je pense à mon parcours, en fait, j'étais toute ma vie musicien. J'avais la chance d'être musicien. En fait, j'ai 48 ans, hein, je suis pas très jeune. Mm-hmm. Et j'ai commencé ma carrière, je peux dire, à 9 ans ou 10 ans, quand j'avais 10 ans. Ok. J'étais dans un chœur des enfants. Ah, wow. Et en fait, c'était la première fois que ça m'a ouvert au monde d'opéra. Et la première langue étrangère que j'ai chantée, en fait, c'était quand j'avais 10 ans. D'accord. Et c'était sur Carmen de Bizet. J'ai chanté le français, mais c'était vraiment, c'était écrit au niveau, comment ça s'appelle quand c'est écrit phonétique. Phonétique, ouais, j'ai fait avec la garde montante, nous arrivons, nous voilà. Et en fait, le metteur en scène, c'était un metteur en scène hyper connu. Ouais. À l'époque, c'était les années 80. Ouh, ouais, c'est les années 80. Et c'était Jean-Pierre Ponel. D'accord. C'était quelqu'un hyper connu dans le monde d'opéra. Mm-hmm. Et il m'a aimé. Oh, d'ailleurs, ça c'est la photo de... voilà, il y a des photos ici de Carmen. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc là, vous ne pouvez pas voir, mais effectivement, je vois des très très belles photos. Effectivement, en noir et blanc. Très sympa. Et en fait, il m'a grave aimé et il m'a donné le premier rôle des enfants. En fait, dès que l'opéra commence, je suis sur scène et j'embête les soldats là-bas et je suis genre le chef des enfants qui appelle tout le monde. Trop bien. T'avais quel âge à l'époque? 10 ans. 10 ans, d'accord. Ouais.
Ok. J'avais 10 ans et ça, c'était mon premier contact vraiment avec l'opéra. D'accord. Et après ça, je suis devenu vraiment un fan d'opéra. D'accord. Et j'ai fait Puccini après ça. Ok. Et la première fois quand j'ai découvert la musique de Puccini, c'était Ouais. genre, c'est découvrir un monde. Ah bah, j'imagine. Un Ouais. monde à part. J'ai fait la bohème. Hmm. Et franchement, comme un enfant, chaque fois, en fait, les enfants, ils jouent dans le deuxième acte. Et D'accord. après, la troisième et quatrième, il n'y a rien à faire. Donc, je suis toujours sorti et je suis allé dans la salle pour regarder le troisième et quatrième acte. Et j'ai pleuré chaque soirée. Ah là là. Ouais, Et à partir de là, tu t'es dit, j'ai envie de faire des études en rapport avec ce que tu venais de découvrir ou Non, t'étais jeune, parce que vous avez j'étais 10 ans, déjà ouais. pianiste à cette époque. Ah En fait, oui, j'ai t'as joué le commencé le piano piano. depuis que j'ai 6 ans. Waouh, ah oui, d'accord. Oui, donc, et en plus, j'étais dans une école des enfants surdoués Ok. à Tel Aviv. Et donc, avec tout ça, c'est ça ce qui m'a préparé au final d'être qui je suis aujourd'hui. Dès que j'avais 16 ans, c'était ma première, c'était mon premier projet comme un directeur musical. D'accord, waouh, à 16 En ans. fait, ouais, en fait, Incroyable. à l'école, on était en classe de musique et théâtre ensemble. En Hmm. fait, on était les acteurs et les musiciens ensemble. Super. Et toujours, j'ai regardé mes amis comédiens et j'étais très jaloux, en Hmm. fait. D'accord. Parce qu'être un musicien, t'es très seul. Ouais. Tu répètes C'est vrai, c'est seul, vrai. tu fais les choses à ta sauce, Ouais, bien sûr. mais tu partages pas trop Hmm. comme les comédiens qui font Ouais. toujours des exercices, je sais pas, toujours il y avait un truc très ouvert d'esprit. Ouais. Et toujours j'ai regardé ce côté, je me suis dit, ouais, peut-être il faut que je devienne acteur. D'accord. Et en fait, à 16 ans, j'ai essayé Ok. de devenir acteur. Ok. Et, tout de suite, j'ai pris un monologue de Shakespeare. Bah ouais, à 16 Mhm. ans, je savais rien de ce que ça raconte. Ouais, ouais. Et franchement, c'était pas pour moi. Ah. C'était pas pour moi, mais le directeur de la section théâtre, Mhm. il m'a pris à part et il Ouais. m'a dit, Shai, écoute, je pense que le théâtre, c'est pas vraiment pour toi, Mhm. D'accord. mais on va faire un truc cette année et on va ouvrir ça au département du théâtre et aussi de la musique. On va appeler ça théâtre musical. Sympa. Donc, si tu veux participer à ça, alors oui. D'accord. Et, et ça, c'était vraiment aussi mon premier contact avec la comédie musicale. Mhm. On a monté l'opéra de Katsu D'accord. de Kurt Weill. Ok. Et j'étais le directeur musical de ça. Oui, je chantais là-bas et même on est parti à Londres pour, Ah ouais. ouais, D'accord. pour faire une présentation là-bas avec le Shakespeare Company. D'accord. Ouais. Excellent. Génial. Mais du coup, alors final, t'as répondu à ma deuxième question, final, sans le savoir. Parce que j'allais te demander, mais comment t'es tombé dans la comédie musicale? Donc là, tu viens de... Mais si tu veux nous raconter un peu comment ça s'est passé, de ces premières expériences vraiment officiellement Oui, parce que dans ça, une c'était comédie musicale? ma première, mon première expérience dans la comédie musicale, mais Ouais, c'était pas vraiment ça. Parce ouais. que pour nous, la comédie musicale, le théâtre musical, Mhm. c'est pas que la comédie musicale. Mhm. En fait, dans le théâtre musical, il y a une grande place aux chansons françaises. Ah, Ouais. intéressant. Pour nous, en Israël, et Ouais, c'était pas le seul école qui fait ça. Beaucoup ouais. des écoles en Israël, Mhm. on pense qu'en fait, chanter de Piaf, Charles Aznavour, Mhm. Brel Ouais, et Barbara, ouais. c'est un monologue. En fait, avant que tu fais toutes les brouhaha, ouais, Mhm. avec le corps et toute la chorégraphie, Ouais. en fait, on veut te voir prendre un micro et chante une chanson comme Ne me quittez pas, Eh oui. comme Il pleut sur Nantes Mhm. de Ouais, Barbara. bien sûr, bien sûr. Ouais, Tu vois, ouais, je comprends. ça, c'est un vrai acteur qui va savoir interpréter C'est vrai, c'est une vrai, chanson. c'est vrai, c'est vrai.
Et donc, mon liaison avec la France a commencé bien avant. Et toujours, toutes ces chansons-là, c'était en hébreu. Ah oui, c'était pas en français. Ah ouais. C'était toujours en hébreu. Donc, je connais la majorité des chansons françaises de cette époque en hébreu. D'accord, ok. Ouais. Intéressant, vraiment, ok. Et qu'est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu aimes le plus dans le théâtre? Euh, Alors c'est très vague hein, ouais, comme question, mais la réponse peut être tout aussi large. Hein, donc, Déjà dans le théâtre, tout ce qui se passe, ça se passe dans le moment. C'est pas un film que tu peux répéter ou refilmer ou retourner à une scène. En fait, ce que tu as sur scène dans ce moment, c'est comme un concert en fait. Ouais. T'as fait une faute, t'as fait une faute. Ouais, bien sûr. C'est du live. Ouais, c'est du live et il y a un truc magique dans le live au final. Ouais, c'est vrai. Ce que j'aime dans le théâtre, c'est vraiment le niveau de lecture des choses. Au final, chaque acteur va faire ça différemment. Ouais. Le texte, il est écrit. C'est comme de la musique, en fait. La partition, elle existe. Mais au final, comment je vais interpréter ça? Bien sûr. Et, par exemple, Mahler, qui est un de mes compositeurs préférés, Gustav Mahler. D'accord. Que j'ai aussi, j'avais la chance dans cette chœur des enfants de chanter dans la troisième symphonie de Mahler. Ok. Où je suis fan de Mahler aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui m'a formé au final. C'est cette chœur des enfants qui m'a fait découvrir Bizet, Puccini et Mahler. D'accord. Et qui sont mes compositeurs préférés aujourd'hui. Donc Mahler, il était aussi un chef d'orchestre. D'accord. Dans l'Opéra de Prague. Donc j'ai travaillé à l'Opéra de Prague, mais ça c'est pour après. Et lui, parce qu'il était aussi un chef d'orchestre, il a détaillé sa musique à mourir. Okay. Il sait déjà si quelqu'un va faire un ralentissement sur cette phrase-là, donc il écrit « Ne ralentis pas sur cette phrase direct. Okay. Donc il est tellement détaillé, et avec tous ces détails, les interprétations sont tellement différentes chaque fois. Et c'est ça ce qui est beau. Au final, on peut écrire ce qu'on veut, mais l'interprétation fait que voilà. Oui, et tu vas changer un acteur, ça va être toujours différent. Ça, oui. Et même ça va pas être pareil dans le même dans chaque soirée. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il y a parfois que le ton peut changer, l'interprétation, oui, la réaction, l'intensité, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, oui, l'énergie, parce qu'au final, tu prends l'énergie de l'autre. Ouais, évidemment. Il va te demander quelque chose, donc tu vas répondre avec l'énergie Bien sûr. Ou avec une coupure d'énergie, mais il faut que ce soit voulu. Yes. Et alors, tu as commencé à en parler, donc quelles sont tes références théâtrales et dans ton cas, parce que c'est ton domaine un peu particulier, tes influences en comédie musicale? Ok. Quand tu dis le théâtre, tu parles de théâtre ou Non, c'est large. C'est-à-dire que c'est large. Voilà, pour toi, la référence théâtrale par excellence, c'est voilà. Je suis un fan de Shakespeare et cette langue anglaise qui est utilisée de cette façon hyper pétillante. J'appelle ça de perles de langue en fait. Par exemple, une série que j'ai regardée, que j'adore, c'est Downton Abbey. Ouais, bien sûr. Qui est, en fait, toute la langue anglaise est utilisée d'une façon un peu shakespearienne. C'est vrai. Tu vois, I must be going. Avec It's not je m'en vais, c'est pas bye bye, see you around. No, I must be going. Ouais. Non, c'est vrai que la ponctualité. La ponctualité de la langue, c'est ça. La subtilité de la langue. Tout à fait. Et c'est ça ce qui m'intéresse normalement dans les pièces de théâtre et dans le film ou dans tout ce que je regarde. En fait, d'abord, c'est l'écriture. Bien sûr. Est-ce qu'elle est trop attendue? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son propre langage qui
pour faire passer le message. Bien Et c'est sûr. ça ce qui m'intéresse normalement. Maintenant, les pièces qui sont vraiment... je pense que c'est à cause de mon parcours que c'est ça ce qui m'a influencé au début. Mhm. Je pense que Kurt Weill m'a influencé beaucoup parce que c'était mon première direction musicale. Ouais. Et donc, quand j'étais un compositeur hyper jeune, et en fait, c'était ce genre d'harmonisation un peu à la Mhm. Kurt Weill, un peu à l'Allemagne des années 20 et 30. Mhm. Et, et après, je me suis ouvert vraiment à la comédie musicale. En Super. fait, comment je suis arrivé C'est m'installer à ça la qu'on veut comédie musicale? savoir. C'est ça, Voilà. c'est ça, C'est ça c'était la la vraie deuxième question. question. Donc, en fait, après que j'ai terminé mes études à Tel Aviv, Mhm. je suis allé pour être un pianiste dans une école de comédie musicale, la meilleure école en Israël, qui s'appelle Beit Tzvi. D'accord. Et il y a beaucoup de gens hyper connus qui sont sortis de là-bas. Et au final, j'étais le pianiste Mhm. de beaucoup de gens qui sont aujourd'hui des stars en Israël. Mhm. Donc, je le connaissais comme leur pianiste de... C'est pas les auditions même, parce qu'ils ont fait dans des écoles comme ça, Mhm. qui est pas comme à Paris d'ailleurs. Ouais. Euh, les étudiants peuvent pas utiliser un PBO. Ah ouais. Ouais. D'accord. Il faut utiliser un pianiste parce que c'est ta propre Mhm. interprétation. Mhm. Tu vas pas utiliser, tu vas pas suivre un PBO. Mhm. Tu vas pas être un prisonnier d'un tempo, certain tempo ou certaines orchestrations. Mhm. Non, tu vas avoir ton pianiste et Ouais. tu vas faire ça vraiment comme toi Bien tu sûr. veux. Ouais, l'instrument et l'interprète, quoi. Oui. Vraiment. Ouais. Donc, dans toutes les auditions là-bas, il y avait toujours un pianiste. Mhm. Ça veut dire qu'il y a quelque chose comme 300 élèves qui ont besoin d'un pianiste. Ah ouais. Donc, j'avais au moins 100 élèves qui étaient à moi et je travaillais de matin jusqu'au Ah soir ouais. oui, Incroyable. pour faire ça. Mais c'est ça ce qui m'a formé en fait. C'est ça ce qui m'a formé. Et en fait, j'arrive d'une formation classique. Mhm. Je suis pianiste classique. J'ai fait ma diplôme de lycée D'accord. en musique et en piano. J'ai fait Ok. mon récital de fin des études et tout Ouais. ça. Ouais. Et pour un pianiste classique, Mhm. c'est très difficile de faire de faire les changements pour Mhm. la comédie musicale parce que ça swing. Ouais. Ça swing dans le... Il y a beaucoup de styles différents, en fait, Mhm. dans la comédie musicale, notamment le swing, Ouais. que je trouve que parfois le pianiste et classique ont du mal avec ça, parce que Ouais, je comprends. il faut trouver le groove dans les mains, et c'est pas juste, Mhm. juste jouer la partition, mais Mhm. aussi donner un style. Ouais, je comprends. Donc, dans cette école, en fait, ça m'a bien formé pour Magnifique. toutes les chansons françaises, pour toutes les comédies musicales et aussi les chansons qui sont tirées de films, Ah oui. par exemple. Oui, bien Ouais. sûr. Bien sûr. Bah, ça, c'est toutes les influences que tu as écoutées plus jeune et même voilà, par la suite, effectivement, ça t'influence. Et forcément, on a tous un film préféré, on a tous. Voilà. Et si tu dois donner, par exemple, des références de comédie musicale connues, euh, en dehors des tiennes, bien sûr, est-ce que il y a des titres qui ressortent comme ça, qui te disent Oui, j'aime bien ce style-là, j'aime bien. oui, bien sûr. En fait, quand j'avais 14 ans, j'ai regardé ma première comédie musicale, D'accord. qui était Les Misérables. Ah, oui. Et c'était en Israël, c'était en hébreu. D'accord. Et en fait,
les écoles, ils nous ont pris pour voir toute la classe et on est allé voir une comédie musicale au lieu de faire une journée des études. Super. Il y avait une fois par an qu'on sort de l'école pour faire un truc culturel, genre dans la philharmonique ou quelque chose comme ça. Et c'était regarder Les Misérables. Et dès que ça commençait, j'étais plein la gueule. J'ai reçu plein la gueule et je pense que ça, c'est un de mes comédies musicales formateurs et fondateurs. Et déjà, c'était avec des chansons très connues en Israël. Et aussi, après, aujourd'hui, je connais bien Alain Boublil. Ok, il est venu voir Oliver Twist. Et après on a parlé. Il était avec sa femme qui est apparemment la première Cosette de. Oui, Marie, elle était la première Cosette. D'accord. Et on a parlé beaucoup d'Israël et ses relations avec Ehud Manor qui a fait l'adaptation en hébreu de Les Mises. Et oui, il avait une vraie amitié avec Ehud et l'adaptation, ça c'est un truc aussi que ça commence maintenant en France, mais ça n'avait pas assez l'importance comme on avait en hébreu. L'adaptation à la langue, à notre langue. Bien sûr. Parce que beaucoup de fois, par exemple, j'ai entendu la première version de Chicago. Pas la dernière de Stage, mais la première version, et t'écoutes et tu dis, ah non, vous pouvez faire mieux avec la langue française quand même. Ouais, d'accord. Oui. T'as vu la différence. Ouais. Nous, on a même un prix pour l'adaptation, pour l'adaptateur. D'accord. C'est important que l'adaptation soit vraiment fidèle à la langue et fidèle aussi bien sûr. À la pièce. Ouais, bien sûr. Voilà, donc Les Misérables, c'était vraiment la comédie musicale qui a tout commencé. Après, bien sûr, que c'était Bernstein et West Side Story. Mais pas que West Side Story, parce que Bernstein, j'ai adoré tout ce qu'il a fait. Quand j'étais adolescent, il y a tout le monde qui ont ce poster de, je sais pas, Michael Jackson, Madonna sur leur lit. Moi, j'avais Bernstein, Leonard Bernstein. Ah oui, d'accord. Déjà fan, déjà très jeune. Oui, parce que j'ai vu ma carrière un petit peu pareil. J'ai la formation d'un chef d'orchestre. Ok, donc c'est ça ce qui m'a intéressé, l'orchestration et l'orchestre. Et j'ai bien aimé les comédies musicales, donc aussi la musique un peu populaire, comme on peut appeler ça. Et oui, et aussi ce truc pédagogique, c'était un grand pédagogue. Et transmettre ton savoir ou ton expérience, je trouve que c'est hyper important. J'avoue. Ouais, c'est vrai. Après tout. C'est vrai. Et est-ce que tu peux nous raconter la première expérience significative que tu as eue dans le milieu du théâtre, et notamment dans les comédies musicales? Celle qui t'a marqué le plus, quoi. Je pense que la première fois que j'étais vraiment sur... que j'ai réalisé un de mes rêves, et en fait, tu commences à diriger l'orchestre. En fait, j'ai dirigé Guys and Dolls en Israël. D'accord. Comme un chef d'orchestre. Magnifique. Et en fait, ça c'était un de mes rêves, et quand j'ai commencé en fait le premier accord de l'ouverture de Guys and Dolls, tu dis, ah ouais, waouh, je réalise mon rêve maintenant. Ça y est. En fait, je suis dans mon rêve. Et quand tu vas te saluer après, tu dis, ah ouais, c'est fou. C'est fou. Mais quand on réalise un rêve,
déjà c'est réalisé, il faut avoir un autre rêve Bien sûr. à poursuivre parce que sinon Bien sûr. on reste. Mais bon, te connaissant, t'en as déjà plein d'autres derrière. Ouais. Tu devais beaucoup en avoir en stock parce que derrière, effectivement, on va les renommer, mais effectivement, il y a eu des comédies musicales à succès et tu vas pouvoir nous donner peut-être ta recette de la réussite, en tout cas, voilà, si tu veux dire comment toi tu procèdes, etc. Mais c'est vrai que tu as été. Tu as eu des prix pour ton travail, etc. Donc du coup, voilà, je ne l'ai pas nommé en début, mais il y a eu une autre comédie musicale qui est Aladdin aussi, qui a été très importante, notamment aussi en France. C'est là où... Oui, c'est ma première comédie musicale que j'ai composée et c'était en 2015 au Théâtre Comédia. Ah ouais. 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 Et c'était avec David Rosen que... J'avoue que David, c'était mon premier ami à Paris. Mhm. Et enfin, après quelques ans d'amitié, on pouvait vraiment aussi travailler ensemble. Ouais, ouais. Et bah, maintenant, bah, en ce moment, on fait une autre comédie musicale à D'accord. Jérusalem. On Ok. travaille ensemble encore une fois. D'accord. Alors attention, on en Ouais. parlera tout à l'heure. On va pas spoiler. Ok, il faut pas spoiler. On va pas spoiler, ne t'inquiète Ouais. pas, mais on saura effectivement tes prochains projets vers la fin du podcast. Mais voilà, nous, là vraiment, j'ai envie que tu nous racontes un peu comment tu as vécu cette histoire avec cette première comédie musicale qui t'a fait connaître en France, qui est Aladdin. Comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as ressenti En j'imagine fait, de la fierté, sûrement, j'imagine aussi. Donc, oui, donc en fait, en Israël, déjà, j'avais 10 ans de carrière après moi, que j'ai fait de comédie musicale, surtout pour les enfants. mhm, Mais attention, quand on dit les comédies musicales pour les enfants, moi je regarde les enfants comme des adultes. mhm, En fait, je pense que faut pas baisser le niveau pour les enfants. mhm. Il faut donner le niveau le plus haut parce que les enfants, ils peuvent recevoir ce Bien niveau-là. sûr, Ils peuvent être formés bien sûr. sur ce niveau-là. Alors là, c'est Disney. Ouais. Disney, c'est Bien ça. sûr. Euh, je pense pas qu'il faut... Elle est lapin, Jacques. Ta la 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 la. Oui, Oui, bien sûr. Ouais. ça c'est pas... Oui, c'est aussi un autre niveau de... Ça existe, hein. Ça existe, Il y a bien des artistes sûr. qui le font, mais c'est pas ton truc. Donc, Ouais. Et quand je suis arrivé en France, et je suis allé voir les comédies musicales pour les enfants, D'accord. et en fait, ça m'a ouvert les yeux. Mm. Parce que je me suis dit, et c'est ça le niveau? C'est comme ça que les gens composent en France pour les enfants. Alors là, la porte est ouverte pour moi. Oui. Génial. Et donc, j'ai fait toutes mes connexions avec les gens et j'avais la chance déjà de travailler avec le double D sur La Petite Fille aux Allumettes de Julien Salvia et Ludovic Vidal. D'accord. Et j'ai orchestré la musique de Julien. Mhm. Et ça, c'était vraiment ma première comédie musicale en France. D'accord. Après, j'ai fait Aladdin comme le compositeur. D'accord. Ouais. Ok. Ah, magnifique. Super. Et parmi tes différents projets dans lesquels tu as pu travailler, qui est celui qui t'a marqué le plus et pourquoi? Oui, Oliver Twist. Ouais. Pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, c'est Oliver Twist. Parce que je pense que sur Oliver Twist, j'ai réalisé beaucoup de choses. Mhm. Beaucoup de rêves. Oliver Twist, c'est une comédie musicale que j'ai écrite déjà en Israël en format hyper petit. D'accord. Parce que ça devait être pour les enfants et des choses comme ça. Et au final, ça n'a jamais monté en Israël. D'accord. Et quand j'ai rencontré Christopher Delarue, je lui dis, écoute, j'ai un début d'une comédie musicale. Mhm. Si tu veux, on peut essayer quelques chansons. Mhm.
Et pour voir qu'est-ce que ça donne. Déjà, c'était notre premier contact artistique avec Christopher. D'accord. Et il a jamais fait un truc pareil avant. Donc, je voulais tester les choses avant. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a commencé petit à petit à faire Oliver Twist. D'accord. Et je pense que quand la comédie musicale était nominée au Molière et aussi au Globe de Cristal, et on a gagné l'étoile du Parisien et aussi 7 trophées de comédie musicale. Incroyable. Alors là, c'était vraiment, c'était le moment La que j'ai, consécration, quoi. oui, que j'étais, c'était juste 5 ans après que je suis arrivé en France. Ah oui. Et déjà, je me suis vu sur tous les tapis rouges, je me suis dit, waouh! Ouais. Quel bonheur, Bah, bien sûr. quelle chance. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ça, c'était... C'est vrai que forcément, c'est marquant quand on a la reconnaissance du métier. Ouais. Il y a des gens qui font ce métier-là, et c'est vrai que c'est une comédie musicale qui est juste incroyable. D'ailleurs, elle est sur toutes les plateformes de type Spotify. J'ai encore écouté tout à l'heure en venant jusqu'ici. Donc voilà, c'est toutes ces musiques qui sont entraînantes, etc. Donc voilà, c'est des choses qui marquent. Et t'amènes beaucoup de magie et beaucoup de rêves aussi pour les enfants et pour les grands aussi, surtout. Et surtout maintenant, voilà, je sais que tu as cette vision, tu le dis par toi-même, de, de ne pas traiter les enfants comme des enfants, mais que ça soit ouvert pour tout le monde, et c'est ça qui est... Normalement, quand j'écris une comédie musicale, je cherche l'ambiance. Quelle ambiance je cherche pour cette comédie musicale, en fait? Ouais. Et Oliver Twist, déjà, ça parle de Londres dans le 18e siècle. Ouais. Donc, la pauvreté, Jack the Ripper, Bah oui, bien sûr, c'est tout un toute univers. cette slam, Ouais. parce que c'est pas les riches, en fait. Ouais. C'est pas une histoire des riches, Ouais. c'est l'histoire des pauvres gens, en Bien fait. sûr, bien sûr. Des orphelins, des gens qui demandent un petit peu plus à manger. Bien sûr. Et donc, pour moi, c'était important de trouver ce truc un peu noir. C'est noir, c'est sombre. Ouais, c'est dark. Pour moi. Complètement. C'est dark. Donc ça, c'est Oliver Twist. Pour moi, c'est dark. Ouais. Mais quand même, on peut trouver le moment de la lumière Bien et sûr, tout ça. Bien sûr, ça reste une comédie musicale. Quand j'ai fait L'île au trésor, donc ça, c'est un autre truc à part. Parce que L'île au trésor, c'est épique. Il faut trouver un truc très épique, comme le Pirate des Caraïbes. Oui, bien sûr. Il faut, donc très puissant comme musique. C'est différent. Bien sûr. Et quand j'ai fait aussi Les Liaisons dangereuses, alors là, j'ai fait un clin d'œil sur la période classique. Donc j'essaie de trouver l'équilibre entre la musique de la comédie musicale avec un petit peu de touche aussi de la période de personnage. Parce qu'au final, les Liaisons dangereuses, c'est quand Mozart était vivant. Ouais. Ok, ils ont écouté Mozart. Ouais, bien sûr. Genre, je vais au concert de Mozart aujourd'hui. Ouais, c'est ça, quoi. Voilà, donc il faut avoir aussi cette touche de baroque et la période classique. Super. Pour moi, j'essaie toujours d'approfondir le niveau de lecture. Ouais. C'est pas que la musique qui compte. Ouais, bien sûr. C'est le texte. Bien sûr. Ouais. On sent de toute façon que tu es très attaché au texte. Ouais. Et en tant qu'auteur, Ouais. je ne peux que te respecter là-dessus. Est-ce qu'il y a eu une rencontre qui a tout changé dans ta vie artistique? Oui. Ouais. Oui, c'est la rencontre avec Christopher. D'accord. Parce qu'il est devenu vraiment mon complice pour jusqu'à aujourd'hui. D'accord. En fait, cette année, on monte l'île au trésor en Belgique. Super. Tu savais? Non, je savais pas. Ouais. Ça monte, oui, on est en octobre. Génial. Oui, à Bruxelles, à Liège. Oui, on est dans une production hyper grande. Et oui, avec Christopher, c'est toujours ce que je cherchais. Je cherchais quelqu'un qui a déjà un bon goût. Oui, parce que le goût, ça s'achète pas en fait. Ouais. Et il faut voir si on est sur la même page au final. Bien sûr. Et surtout, j'avais quelqu'un qui
qui a écrit des paroles sur mes musiques. Hmm. Ça, c'était toujours mon rêve. Ouais, bien sûr. Et c'est très difficile de trouver un truc comme ça. Et c'est pour ça que je comprends toujours le... Il y a pas mal de couples comme ça. Kander and Dab. Mhm. Ouais, toutes les comédies musicales, ils ont écrit ensemble. Hmm. Et voilà, Julien et Ludo qui font aussi ensemble. Juste une petite anecdote. Quand je suis arrivé en France, je suis rencontré Ludo. Ah. Et on est devenus des amis. Et en fait, j'ai essayé de voir est-ce que je peux mettre mon pied quelque part pour Ouais. qu'on fait des choses ensemble. Mhm. Et lui, très gentiment, il m'a dit, ah oui, j'ai déjà j'ai déjà mon compositeur que je travaille avec. Ok. Et je comprends ça tout à fait. Parce que quand ça marche, ça marche. Faut pas trop changer les choses. Hmm. Et oui, j'appréciais le deux et j'avais la chance aussi de trouver le mien après pas peu de temps en fait. Ouais, je comprends. Ouais, trop bien. C'est Ouais. vrai. Est-ce que. Du coup, c'est marrant parce que tu anticipes toutes mes questions, c'est très drôle, sans le vouloir. Parce que tu vois, j'allais te demander, est-ce que tu avais une anecdote particulière, mais du coup, voilà, tu l'as. Ah, j'ai plein des anecdotes. Alors, toi, j'imagine, avec tout ce que tu as fait, est-ce que tu en as une autre que tu voudrais nous raconter, un truc qui soit sûr ou même en dehors de scène, tu vois? Ouais, il faut que je réfléchisse à ça. Une anecdote sur. Un truc un peu atypique, peut-être, ou quelque chose de drôle qui s'est passé sur ou en dehors de scène. Ou... Pas quelque chose que je pense maintenant. En fait, anecdote, ouais. Quand j'ai habité à Prague, Ouais, en fait, j'ai habité à Prague. ouais déjà. Ouais, Même dans ça, c'est une dans les anecdote. années 2000, j'habitais à Prague et D'accord. j'étais l'assistante chef d'orchestre dans une comédie musicale à l'Opéra de Prague, au D'accord. Státní Opera. Wow. Et, et là-bas, je suis resté après pour être un pianiste dans cette maison d'opéra, Mhm. en parlant allemand avec Ouais. les gens parce qu'ils ne parlent pas anglais. D'accord. Oui, et heureusement, j'ai appris un petit peu d'allemand. Ok. Ouais, et j'ai appris le tchèque aussi Ah ouais. oui, pour pouvoir. Je pense que la connexion humaine est hyper importante par la langue. Ouais, ah, ça, ouais. Ok, donc si quelqu'un ne parle pas anglais, il faut que je communique Bien sûr. avec une langue. Bien Donc sûr. j'ai 7 langues que je peux choisir Tu pour parles 7 communiquer. langues? Oui. Ah, 7 langues. Ah, Ouais. d'accord, effectivement. D'accord. Un spécialiste linguistique, effectivement. Ah oui. La musique, la langue, c'est comme la musique au Ouais, final. ouais, j'avoue. J'écoute, c'est comme une phrase musicale Mm. et c'est pour ça que c'est facile pour moi d'apprendre les langues. Donc, l'anecdote. Oui. Donc, à Prague, Ouais, je vois ça. on a fait une comédie musicale qui s'appelait Dorian Gray. Mhm. C'était sur cette histoire hyper connue de Oscar Wilde, de Ouais. Dorian Gray. Mhm. Et là-bas, une anecdote, ok, j'ai joué là-bas sur le piano j'ai fait un récital sur le piano de Dvorak. Mhm. Il faut dire Dvorak. D'accord. Oui, c'est écrit Dvorak, Ouais. ok, mais On le dit R Dvorak. avec le chapeau, c'est je. D'accord. Il y a beaucoup de mots Ok. avec jeden, dva, trze. D'accord. Ok. En tchèque. Et donc j'ai joué sur le piano dans la maison de Dvorak Incroyable. à Prague. Et oui, c'était une période hyper. J'étais jeune. Aujourd'hui, je me laissais pas porter comme ça. J'avais 24 ans. Mhm. Et un jour, j'ai oublié de renouveler mon appart parce que chaque mois, il fallait que je renouvelle le loyer de mon appart. Il faut que je D'accord. dise Ouais. que je reste Ok. pour le mois prochain. Et en fait, j'ai oublié un jour de dire ça une semaine avant. D'accord. Et 3 jours avant la fin, je suis passé au bureau et j'ai dit, et d'ailleurs, je vais rester. Donc, ils m'ont dit, ah non, l'appart est déjà Ah ouais. est déjà booké. Oh, Donc, il faut que tu partes dans 2 jours. ok. Et en fait, j'étais dans une situation comme ça à Prague, tout seul. Aïe, 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 aïe.
que j'ai pas un appart et je sais pas comment commencer même de trouver un appart parce que je suis pas tchèque. Je sais pas comment les choses marchent là-bas. Et surtout que on parle d'une période sans toutes le portable, avec l'internet partout, tu peux tout faire aujourd'hui avec ton portable et n'importe où tu es. Là-bas, il fallait que je trouve des gens qui m'aident de trouver, et j'ai pas trouvé 12 jours pour trouver un truc comme ça. J'ai été sûr que je vais me trouver dans la rue. Et franchement, une journée est passée, rien trouvé. Et en fait, un jour, que je sais que le lendemain, je prends mes valises et je pars à la rue. Ouais. Et en fait, mais tu sais quoi? Je crois à mon étoile dans des cas comme ça. Ça, c'est dingue. Ouais. Comment je peux croire à mon étoile parce que quelque chose va arriver toujours. Something's coming, something's good. Bien sûr. Ouais. Et en fait, je suis allé hyper dépressif en fait au Wacławskie Namiestie. Et je savais pas qu'est-ce que je vais faire et où je vais trouver. Et toutes mes amies de l'opéra, parce que je travaillais à l'opéra, ils pouvaient pas m'héberger au final. Parce que tout le monde a un petit appartement et ils ont à 2 là-bas ou à 3, whatever. Mais oui, un autre, même pour une journée, c'était pas possible. Et je suis allé comme ça dans la rue et soudainement j'ai rencontré un gars que j'ai rencontré il y a 2 semaines dans un bar ou quelque chose comme ça, qui était avec un ami israélien, moi, machin, et j'ai dit « Ah, Lucas, ouais, ça va, comment ça va ?» Et je lui racontais qu'en fait, demain, T'as plus de logement. J'ai plus de logement. Et donc, il m'a dit, ah, écoute, moi, je suis avec un autre, on a juste une chambre avec des matelas, mais si tu veux, tu peux rester avec nous et machin. Il m'a sauvé la vie. La bonne étoile, quoi. Oui, la bonne étoile, mais c'est la bonne personne qui arrive dans le bon temps pour résoudre les problèmes donc, à partir de ça, je crois vraiment à mon bonne étoile. Et je dois dire que j'avais beaucoup de fois que j'essayais de quitter ce milieu, d'être pas un musicien, de dire, ah ouais, bon, toujours courir après la prochaine production, c'est fatigant au final. Bien sûr. La vie d'artiste, de trouver quelqu'un qui croit à ce que tu fais. Oh oui, comme je peux te comprendre. oui, je sais que je parle à tout le monde ici. De croire à ton talent, de croire à ton style, à tout ce que tu dégages. Donc au final, je me suis dit, pourquoi je cours après tout ça? Je suis assez intelligent de faire beaucoup de métiers, même être à la banque. Et donc, travailler de 9h à 17h, parfois ça peut pas être très, très mal. Ça donne un cadre de la vie. Et voilà pourquoi je me lance pas comme ça. Bien sûr. Et chaque fois, quand j'ai essayé de quitter le métier, il y avait un truc qui m'a repoussé. Tu vois, comme quoi. Ouais, comme quoi. Donc, j'ai dit, au final, je suis aujourd'hui dans la compréhension que c'est ça mon métier. Ouais, bien sûr. Même si j'ai essayé de quitter ça, non. Chaque fois, je suis retourné. Magnifique. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu préfères entre la création, les répétitions, les représentations et les tournées? Wow. Chaque étape est intéressante. Très. Ouais, chaque étape est différente. Est-ce que tu as une préférence? J'aime bien les représentations. Oui, parce que être dans le temps réel, que les choses se passent comme on a parlé avant, bien sûr. Et que tu as fait une faute, il y a des problèmes techniques. Allez, c'est le temps réel de passer ça et de savoir comment on règle ça sans que le public remarque.
Où quand je vois le même texte qui se fait différemment chaque soir, c'est ça les choses que j'aime bien. Bien sûr. J'aime bien aussi la répétition parce que c'est excitant de voir ton œuvre prendre vie et de voir aussi la vision du metteur en scène. Bien sûr. Mais j'avoue que les présentations, c'est ça vraiment où je kiffe le plus. Ouais. Parce qu'il n'y a rien comme le danger de ton réel, en fait. T'es exposé. Ah ben oui. T'es exposé, tout ce que tu fais, ça va être ça. C'est ça. Il y a pas une deuxième... tu peux pas relancer, de dire « Ah, excusez-moi, non, on va recommencer. » Je pense que j'ai fait ça une fois. Ah ouais? Ouais, j'ai fait ça une fois quand c'était vraiment un bordel. Quand c'était vraiment un bordel, et j'ai dit à tout le monde « Arrêtez, on va recommencer. » Ah ouais. Non, parce que là, ça peut pas continuer. Ouais, en fait, il y a tout le monde. Il n'y avait pas une bonne énergie. Les musiciens, eux, il est 2 mesures avant, lui, il est 2 mesures après, l'autre, il est. Et le comédien savent rien. Donc en pleine représentation, t'as coupé le truc et t'as. Je pense que j'ai fait ça une fois. Ouais. Ah ouais. Oui. Je sais pas si c'était sur Oliver. Non, je pense pas que c'était sur Oliver. Ok. Mais je pense que c'était avec Priska. Bon, on peut se permettre parce que Priska c'était seul en scène, c'était hyper comme un stand-up comedy un peu avec des chansons, oui, donc voilà. on peut être un peu. On peut se permettre de couper le truc. Ouais, de dire Priska, on va recommencer, ok, allez, pack, et on recommence. Trop bien. Est-ce que il y a quelqu'un avec qui tu aimerais travailler? Oui, beaucoup de gens. J'aimerais bien retravailler avec Ladislas parce que vraiment j'adore ce qu'il fait. Alexis Michalik, oui. Oui, oui. Évidemment. En fait, mon truc dans la vie, c'est viser le plus haut et après descendre. Ah oui. Oui, je pense que c'est une méthode que chaque compositeur ou chaque acteur ou chaque artiste au début de sa carrière, normalement, je me suis dit, ok, quand je voulais travailler dans le opera house, parce que je me suis vu dans les domaines d'opéra avant, mon rêve c'était d'être un chef d'orchestre à l'opéra. Ah oui. C'est ça, Verdi, Puccini, Wagner, oh là là, ça c'est... Richard Strauss, avec toute l'orchestration, j'adore l'orchestration, qu'ils savent comment orchestrer, comment donner cette couleur. Un orchestre, c'est un instrument magnifique au final. Bien sûr. Et donc, en fait, j'ai perdu ce que je voulais dire. Alexis Michalik. Ah, viser le plus haut. Ouais, donc, quand j'étais jeune, en fait, j'ai contacté le Metropolitan Opera à New York, le Vienna Opera House. Ah ouais. Ah ouais. T'as osé quoi. Oui, parce qu'il faut oser. Bien sûr. Il faut oser et tu sais qu'en fait, il y avait un Israélien qui a travaillé pour l'an 20 dans la mode. D'accord. Et en fait, il a raconté son histoire. Beaucoup de gens, ils ont peur d'oser. Ils ont la honte de frapper les portes. Et je pense que sans oser un petit peu, on ne peut pas y arriver. Oui, on va avoir des noms. Oui, on va avoir les gens qui vont nous regarder. Par exemple, une anecdote, voilà. Quand j'ai commencé ici ma carrière en France, je connaissais personne. Je voulais que les gens écoutent ma musique ou qu'ils me connaissent. Je me suis trouvé dans le bureau de Théâtre Bélier de Arthur Junior. Ah oui, d'accord. Et comme un vrai Israélien, j'ai frappé sur la porte. Touk, touk, touk. Salut, je m'appelle Shai. Oui, je me présente. Il faut oser, quoi. Ouais, oui, il faut oser. Et lui, il a mal vu ça. Ah mince. Il était au téléphone, il m'a fait un visage comme
Vous faites quoi, messieurs? Je dis, excusez-moi, j'attends ici. Je suis dehors, juste sachez. Oups, ouais, mais oui, il y a les gens qui vont voir ça mal, et il y a les gens qui vont apprécier ça. Et franchement, les jeunes musiciens ou compositeurs qui me contactent, qui osent me contacter et poser des questions, je réponds toujours parce que j'aime les gens qui osent, parce que moi je suis quelqu'un qui ose. Bien sûr, bien sûr. Ok, et en revenant à cette histoire de ce mec qui est devenu un des designers de Christian Dior en France. En fait, il est arrivé d'Israël, de nulle part, et il ne savait pas quoi faire. Donc, un jour, il a juste pris un téléphone, il a appelé le bureau de Christian Dior. D'accord. Il a dit, bonjour, est-ce que je peux parler avec monsieur Dior? La secrétaire, elle a pensé que c'est un de ses amants, un truc comme ça. Donc, elle a dit, ah oui, bien sûr, monsieur, elle a passé tout de suite et il a dit, bonjour, monsieur Dior, je suis tel et tel, j'aimerais bien que tu vois mon travail, machin. Et en fait, il a bien aimé cette façon de oser. Et il a devenu en fait, c'est lui qui a ouvert le Marc Lanvin ou un truc comme ça. Il s'appelle Albert quelque chose. D'accord. Très connu. Il était très connu en France. Et franchement, les histoires comme ça, c'est les histoires qui me poussent. Qui me poussent à faire des choses. Parce que sans oser, on ne peut pas. Ouais, je comprends. Il y a les gens qui peuvent voir ça mal poli. J'essaie de faire ça le plus poli possible. Oui, bien sûr. Et je ne sais pas de marcher sur les autres ou prendre la place des autres. J'attends vraiment à mon tour. Oui, mais quand même, je pense qu'on ne peut pas rester avec les chansons dans le tiroir. Non, bien sûr. Non, au final, à quoi ça sert si j'ai un chef-d'œuvre que moi je pense que c'est un chef-d'œuvre et c'est dans le tiroir et elle ne va jamais voir le jour. Bien sûr, mais complètement. Est-ce qu'il y a un théâtre où tu rêverais qu'une de tes créations... Marini. Marini. J'ai toujours... Ouais. C'est vrai. Marini, oui. C'est ton rêve ultime. Marini et Châtelet. Ah bah oui. Ouais. Forcément. Marini et Châtelet. Parce que, comme d'hab, D'ailleurs, je vise pas les palais des congrès, je vise pas les Dômes de Paris, je vise pas les endroits comme ça que la majorité de comédies musicales de masse, ils font leur création là-bas. Non, je vise le vrai théâtre avec un vrai niveau. Et oui, et après, j'aimerais bien que mes comédies musicales vont être adaptées en anglais ou peut-être Londres. Qui sait, les États-Unis, oui, mais pourquoi pas, hein. Mais oui, mais pour l'instant, si mon étape, mon prochaine étape, oui, j'aimerais bien travailler avec le théâtre Châtelet et Marini. J'adore ce théâtre. C'est un très beau théâtre. Oui, il est petit, il est stylé, il est placé dans un endroit hyper chic. Et ça donne tout le rêve. Parce qu'au final, quand tu vas voir une pièce, le théâtre, ça donne le premier décor que tu vas voir. Et c'est pour ça que la salle Gaveau, c'était hyper particulier pour Oliver Twist. Ah oui. Faire une comédie musicale dans une salle de récital, de concert. C'est dingue. C'est fou. C'est une salle que j'adore, qui a une... Je sais pas, il y a un truc qui se passe dans cette salle, c'est incroyable. C'est différent, et c'est ça. Et comme elle est différente des autres. Comme on sait aujourd'hui, c'est toujours mieux d'être différent et pas comme les autres. Ça tu prêches un convaincu, hein, ça c'est sûr. Est-ce que si on t'en donnait les moyens, est-ce que tu aimerais travailler sur une comédie musicale en particulier? Que ça soit une reprise ou une création, hein, mais est-ce qu'il y a un truc, on te donne je ne sais pas combien de millions pour créer un truc incroyable, etc. Est-ce qu'il y a Oui, donc bien sûr que si je vais avoir les moyens, le prochain truc que j'aimerais bien monter,
c'est notre deuxième création avec Christopher, qui est Les Ondes Dangereuses. Ah, ouais. Parce qu'on a une œuvre qui est prête, qui est déjà prête pour être produite. Et on a déjà fait une lecture. J'ai fait très gaffe, en fait, avec ce que j'ai écrit, parce que quand on fait les Liaisons Dangereuses et quand j'ai mon tel niveau aussi de la musique, parce que c'est pas la musique pour toute la famille, c'est plutôt un truc pour les adultes. Il y a beaucoup de manipulation, on a enlevé les gants avec la sexualité. Je pense qu'à une œuvre comme ça, il faut vraiment il faut y aller, parce que sinon c'est non. Je suis d'accord. Et donc oui, ça. J'aimerais bien monter ça comme je veux voir les Liaisons Dangereuses, avec toutes les robes de cette époque, avec ma musique et avec des musiciens live. Oui, ah bah oui. Avec des musiciens. Ça change tout. Et cette fois-ci, j'étais assez exigeant pour déjà orchestrer ça pour 14 musiciens, parce que je voulais que ce soit vraiment comme à Broadway, avec 14 musiciens dans le fosse. Et oui, donc ça c'est mon rêve. Génial. Si c'est ma création. Si c'est pas ma création, ben, bien sûr c'est de monter ma comédie musicale préférée, qui est Gypsy. Yes. Intéressant, ouais. Si tu me demandes vraiment c'est quoi ma comédie musicale préférée, j'adore beaucoup de styles et beaucoup de comédies musicales, mais Gypsy toujours, ça avait un endroit hyper spécial pour moi. Parce que déjà l'histoire, déjà le conflit qu'il y a là-bas, il y a une mère qui a jamais eu la chance d'être un artiste. Elle voulait être un artiste, mais ses parents leur jamais donné la chance. Donc maintenant, quand elle est une mère, elle fait ce qu'il faut pas faire. Elle pousse ses enfants pour réaliser son rêve à elle. Et ça, c'est déjà, pour moi, c'est tragique. Ça commence avec un personnage hyper tragique pour moi. Et oui, la musique de Jules Stein, avec les paroles de Stefan Sondheim, c'est du bonheur. C'est du bonheur, et franchement, l'écriture est dingue. Tout ce que Mama Rose, le premier rôle, représente, ça me touche. Ça me touche tout ça. Les gens qui voulaient être un artiste et qui pouvaient jamais faire ça. J'aurais voulu être un artiste. Mais c'est ça. Il y a les gens qui... Bien sûr. Et tu sais quoi? Il y a beaucoup de producteurs comme ça, malheureusement, qui voulaient être un artiste. Ils n'ont pas assez de talent. Et par la production, ils essayent de se mêler dans les choses artistiques. C'est intéressant. Un petit peu. Complètement. Ouais. Mais il faut que les gens gardent leur place. Et je pense qu'il faut que chacun fait vraiment, ou fasse. Il faut que chacun fasse ce qu'il sait faire le mieux. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est important. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait faire le même métier que toi? Oui, de croire, déjà de croire en lui, parce qu'il n'y a personne qui va le faire si lui, il ne croit pas en lui. J'avoue que quand je suis arrivé en France, en fait, j'étais pas hyper convaincu que ma musique va plaire. Et franchement, j'avais aussi un accident comme ça de quelqu'un que j'ai rencontré, et il m'a dit: ah, t'es musicien? Oh ouais, ben fais-moi écouter quelque chose que tu fais. Donc j'ai fait écouter un spectacle pour les enfants, que je pense que j'ai fait un bon travail là-bas. Et en fait, il a commencé à rigoler. Et il m'a dit: c'est ça ta musique? J'ai dit: oui, c'est ma musique. Et au final,
Oui, faut pas dire qu'on n'est pas resté en contact. Ah ouais, Bah, ça j'imagine bien. ouais, mais oui, mais je comprends que c'est pas la tasse de thé de tout le monde. Oui, Ouais, peut-être il vient, il a attendu quelque chose comme, je sais pas, Lady ouais, Gaga ou Britney Spears ou oui, whatever. ouais. Et il a entendu une musique de comédie musicale que Ouais, c'est c'est autre vrai, chose. Ouais. c'est une autre chose. Bien sûr, bien sûr. Donc, oui, je sais qu'il y a les gens, mais c'est comme toutes les arts. Au final, il faut savoir que tu vas plaire et tu vas pas plaire aux gens. Et c'est ok. Bien Tout sûr, va bien. bien sûr. Tout va bien. Crois à ce que tu fais. Il faut accepter aussi les critiques, tant qu'elles sont constructives. Oui, Après, voilà. mais il faut croire à ce que tu fais et faut pas avoir peur d'avoir ton style à toi. Et de taper à la porte, apparemment. Oui, Aussi. et de taper sur les portes. Ouais. Aussi, gentiment, mais Ouais. il faut taper sur les portes parce que ça va pas venir de nulle part, au final. Bien sûr, bien sûr. Non, je te rejoins complètement. Est-ce que alors, tu as le droit de refuser, mais est-ce que tu peux dire 3 choses que les gens ignorent sur toi? T'es pas obligé de répondre. Hein. Ah, bah, Mais pas forcément quelque chose de privé, hein. Ça, la non, privé, non, c'est non. pour toi. Mais quelque chose, je sais pas, un truc dans Les ta gens tête. ignorent que je suis un très bon cuisinier. Ah, Ouais. Parce que je pense que la cuisine, c'est comme la composition au final. Tu sais exactement quel ingrédient tu vas... C'est comme les notes. ouais. Quel cliché. Au final, la musique, c'est des clichés musicaux que Bien tu sûr. composes ensemble. C'est pour ça que ça s'appelle compositeur. Bien sûr. Et pour moi, pareil, avec les ingrédients, tu dis, ok, avec ça va être en harmonie, ça va être très bien. Maintenant, je vais mettre aussi cette épice-là, parce que ça va donner une dissonance, que les gens vont dire, oh, d'où ça vient? Oh, je connais ce goût, mais ça me donne un autre niveau, mais voilà. Donc, je trouve vraiment l'équivalent Ouais, l'équivalent. l'équivalent de deux, Ouais, et, et ça m'intéresse beaucoup. génial. Donc ça, c'est un. Ouais. Et un autre truc, je pense que je suis assez drôle. et, et, et voilà, et je pense qu'avec cette joie de vivre Ouais, ouais. et toute cette positivité, Ouais. j'adore écouter la musique triste qui te Ah, déchire le cœur. c'est drôle. J'adore écouter cette musique, par exemple la 9e de Mahler ou le Requiem de Mozart ou des choses comme ça j'adore la musique triste. Ouais, ah ouais. Ouais. Je comprends. Est-ce que tu peux nous dire, alors on sait que ton grand succès, ça a été Oliver Twist. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu retiens de ton expérience sur Oliver Twist? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Outre, bien sûr, les récompenses, mais Oui, oui, oui. on peut en parler aussi, bien sûr. Mais... Euh, je pense que j'étais un petit peu jeune aujourd'hui. Je regarde différemment les choses. Je sais pas sur Oliver Twist, c'était mon premier bébé, donc comme on dit sur le premier bébé, c'est toujours comme tu as les parents sont tellement ils essayent de tout faire pour que ce soit bien et que pour pas abîmer le bébé, Bien sûr. mais au final il faut lâcher. Aujourd'hui je sais qu'il faut lâcher prise. Il faut donner au metteur en scène faire ce qu'il doit faire, et à la prod de pas me mêler partout. J'avoue que sur Oliver Twist, je me mêlais dans beaucoup de choses qu'il fallait que je fasse. Et aujourd'hui, j'ai appris de ça. En fait, il faut laisser les gens faire leur travail à leur temps et à leur vitesse. À leur rythme. À leur rythme. Et voilà. Non, j'ai appris beaucoup de choses en France. T'as mûri grâce à Oliver Twist. Oui, grâce à Oliver Twist, grâce à Aladdin. Ouais. Et aussi, par exemple, avant la première présentation d'Aladdin qui
qui était au Zénith d'Orléans. Le soir d'avant, on a fait le premier filage en finale. Ouais. On a fait un premier filage que le lendemain, on monte sur scène avec ça. Ouais. Et il reste 20 minutes pour terminer pour terminer le filage. D'accord. Et il fallait terminer la répétition parce que c'était l'heure. Maintenant, j'arrive de cette culture israélienne que, alors là, tout le monde commence à crier. Ah oui. Ok? Tout le monde va rester, non, machin. Ça commence à. Et en fait, en travaillant avec David, je lui ai dit, mais David, non, tu vas dire à tout le monde qu'il reste. Mais 15 minutes, mais arrête, on va terminer. Demain, on monte. C'est pas possible qu'on va pas terminer le filage. Et David m'a dit, ah non. Calme-toi. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Il faut respecter les horaires. Si on n'a pas terminé, on n'a pas terminé. Et moi, c'était pas possible que les gens vont pas donner 15 minutes de leur vie pour terminer au final. Mais cette calme. Et t'as appris cette calme de travail. Parce que, en fait, j'arrive d'une culture que, waouh, dans le théâtre et même dans les écoles, ça part très vite en cacahuète. Genre, les gens crient, les gens démissionnent, les gens... Dès qu'on arrive vers l'ouverture ou vers la première, et que le stress monte, oh là là, en Israël, ouais. Donc, je suis habitué à un certain truc. Et ici, en France, en fait, j'arrive, et non, tout dans la bienveillance, tout dans le calme. Donc, ça m'a pris quelques années de rentrer dans le rythme. D'accord. Mais je pense que maintenant, je suis bien apprivoisé. Je garde aussi mon truc un peu pétillant d'Israël. Bien sûr. Mais quand même, je reconnais les règles en France et la façon de travailler ici. Bien sûr. Et franchement, c'est pas mal. C'est moins stressant. T'aimes bien cette méthode. C'est moins stressant au final. Oui, on va y arriver. Et si on va pas y arriver, on va pas y arriver. Mais faut pas être tout le temps dans l'excellence. Mais oui, mais dans quelque chose de juste et de. Je suis arrivé avec une exigence hyper tendue. Je suis encore exigeant. Mais dans ton métier. Ça. Mais oui, mais pas à tout prix. J'ai compris qu'il faut pas faire des choses à tout prix. Bien sûr. Est-ce que, alors, on a notre première question d'un follower. D'ailleurs, je reconnais la personne qui se reconnaîtra. Sa question est la suivante. Comment penses-tu que la comédie musicale a évolué au fil du temps? Ah, waouh! C'est une question très générale. Très générale. Mais on entend ça tout de suite. On entend, je pense que la comédie musicale évolue avec la musique de la période que la comédie musicale est créée, dans cette période en fait. Est-ce que je suis clair? Non, on va voir. Parce qu'au final, si on regarde la première comédie musicale qui était née de l'opérette, ok, donc on entend que c'est du jazz et c'est un peu de l'opérette qui est mis dans cette comédie musicale. Dans les années 30, on reconnaît bien la musique des années 30 dans les comédies musicales des années 30. Aussi, ça dépend si c'est américaine ou si c'est en Europe. Parce qu'en Europe, il y avait Kurt Weill avec cette musique du Troisième Reich et tout ça. Qui a donné une autre couleur, un petit peu cabaret, un petit peu différent. Dans les années 60, on commence à voir le style des années 60 dans les comédies musicales des années 60. Par exemple, comme Bye Bye Birdie. Cette comédie musicale qui est faite sur l'histoire de Elvis Presley. Et au final, on entend les chansons de genre à la Elvis dans cette comédie musicale. Pareil, sur Hair et les années 70. Dans les années 80, on voit Flashdance avec toute cette musique des années 80. Donc chaque période, je pense qu'on peut reconnaître aussi la musique de cette période.
Rent, les années 90, les années 2000, tout ce qui a commencé après les années 2000, je suis moins, mais aujourd'hui, on peut entendre toute cette... Ah, ça revient. Les comédies musicales des années 2000 reviennent, là, en ce moment, en 2024-2025, ça revient en force. Hein, Oui, oui, avec tous les compositeurs d'aujourd'hui, Pasek and Paul, qui font la musique très populaire, au final, dans la comédie musicale. Mais exemple, tu vois, il y a des retours de comédies musicales en France qui ont marqué le public français, qui est par exemple Les Dix Commandements, Notre-Dame de Paris qui revient. Tous ces trucs-là, ça revient. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est bien de faire du neuf avec du vieux, ou est-ce que c'est ça qu'il y a... Je pense que chaque période, chaque musique et chaque comédie musicale a sa place, au final. Mais est-ce que sa place et sa période? Ou est-ce que c'est bien de revenir aussi et que... Non, c'est bien de revenir, bien sûr. J'avoue que par rapport à la comédie musicale française, je suis allé voir, en fait, je connais tous les castes des Dix Commandements, notamment ma meilleure amie qui fait Myriam, Sharon Laloum. D'accord. C'était la première fois quand j'ai vu les Dix Commandements. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ok, en fait, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de théâtre. Ah oui. C'est des chansons. Ouais, c'est que de la chanson. C'est de scènes, chansons, ok, qui sont bien emballées en toute avec une musique hyper belle, mais c'est vraiment, on peut pas appeler ça une comédie musicale au final. Parce qu'il n'y a pas le théâtre. C'est une sorte de concert amélioré. Exactement, spectacle musical. Un spectacle musical. Si on dit spectacle musical, alors là, je suis hyper à l'aise avec de regarder un truc comme ça et pas juger ça avec avec ce que je pense que la comédie musicale devait être. Je comprends. Ok, parce que la comédie musicale, c'est d'abord une pièce de théâtre. D'abord. Bien sûr. C'est exactement ce que j'ai dit à Chris quand on a commencé à faire Oliver Twist. J'ai dit, Chris, on va faire une pièce de théâtre qui prend la route. Et après, on va regarder, on va dire, ok, cette scène, on peut transformer ça comme une chanson. Ça, regarde, ça c'est une chanson. Ça, ici, j'aimerais bien qu'ils disent quelque chose comme ça et comme ça et comme ça. Et on va découvrir dans la chanson qui il était, comme ça et comme ça. En fait, c'est les chansons qui font avancer l'histoire et tu découvres beaucoup de choses dans les chansons. C'est ça la comédie musicale au final. Ça, c'est vrai. Et est-ce que Alors, on arrive bientôt à la fin de l'interview, donc j'aimerais savoir un peu plus sur ton actu déjà. Donc, est-ce que tu as une actualité actuellement? Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Est-ce qu'on peut retrouver ta musique quelque part? Et après, tu pourras nous parler de tes projets à venir, etc. Est-ce que tu as une actu? Oui, donc déjà, Oliver Twist, le musical, est disponible sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, machin. J'adore ce que j'ai fait en fait pour le trophée de la comédie musicale parce que j'avais la chance aussi de composer toute la cérémonie de 2022. Bravo. Et j'ai fait et c'était avec Christopher. Et j'ai fait le numéro d'ouverture qui était un numéro de 13 minutes. Et le numéro de fermeture. Et j'adore la chanson que j'ai fait là-bas, qui était présentée par Marion. D'accord. Et donc ça c'est Oliver. L'île au trésor qui monte à Bruxelles en octobre. Super. À Bruxelles et à Liège. Trop bien. Et avec une production belge. En ce moment, je suis hyper chargé par une production que je fais à Jérusalem avec David Rosen. En fait, il était contacté. Toute cette connexion franco-israélienne maintenant est hyper à la mode. Il y a plein de Français en Israël.
Moi, je suis quitté Israël comme toutes les Françaises. On a, Il y a eu un échange, quoi. oui, il y avait un échange. Donc, la production est française, mais D'accord. tout est en hébreu. D'accord. Et c'est un spectacle qu'on fait à Jérusalem D'accord. pour le musée de la musique à Jérusalem. D'accord. Ça va être joué dans l'auditorium là-bas. Mhm. Donc, c'est vraiment visé pour l'endroit. D'accord. Et ça s'appelle Jérusalem. Ça s'appelle This is Jerusalem. Ah, d'accord. En fait, ça montre c'est une histoire d'amour. C'est quelqu'un qui part dans les temps de bibliques, dans toutes les temps importants de Jérusalem, quand c'était détruit par les Romains, et le temple, tout ça. C'est toute l'histoire. Il y a une histoire hyper hyper longue et importante là-bas. Et donc cette musique aussi, elle doit être à la fois hyper épique, mais aussi avec cette touche méditerranéenne que j'aime bien. Avec... Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Génial. Et donc j'ai fait ça sort le 20 mars à Jérusalem. Wow. Trop bien. On parle encore de Oliver qui doit partir en Chine en 2026. Donc j'espère que ça va le faire, parce que déjà ça devait être en 2022 et on était arrêté par le Covid. Après, c'est pour reprendre. Le Covid a changé beaucoup de choses. Donc ça, c'est un peu frustrant. Ouais, j'avoue. Ouais. J'avoue. Mais j'espère, j'ai encore la foi que ça va aller. Bien sûr. En Chine, parce que j'aimerais bien que les gens entendent ma musique, de voir les réactions. Il y a rien plus génial qu'en fait laisser ton bébé vivre tout seul. Ouais, j'avoue. Et aujourd'hui, quand je vois les gens qui arrivent dans des auditions avec mes chansons, avec des choses comme ça, tu dis, c'est drôle. Génial. Ils savent pas, mais parfois ils savent pas que je suis le compositeur, donc ils arrivent avec une chanson à moi, je suis ok, ce qu'il faut faire, on va voir. C'est génial. C'est génial. Et à la fin, toujours, ils disent, tu sais que le compositeur est là, il dit, ah ouais, écoute, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de notre épisode. Merci beaucoup d'avoir participé. Vraiment, c'était un bonheur de t'écouiter. C'était un vrai plaisir, c'est vrai. J'aurais pu encore écouter des heures et des heures. Mais oui, je peux parler pendant des heures. On n'a pas parlé de mon truc pédagogique. Hein. On va parler en off, sûrement. Mais voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Théâtreux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et en parler autour de vous. Vous êtes ma meilleure pub. Je vous dis à bientôt pour découvrir le portrait d'une nouvelle personnalité. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez participer à ce podcast, écrivez-moi sur Instagram à les.théâtreux.podcast. Et comme le disait Jules Renard, nous voulons de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie. À très vite.